Bonjour, je vais parler du dernier film de Marvel, Thor Ragnarok. Je sors juste de la séance. Alors, mon avis global, hein, bon film, très bon Marvel, bon film. Réalisateur, donc il est réalisé par Taika Waititi, qui, je l'ai appris juste à l'instant pour une recherche Google, apparemment était le pote de Hal Jordan dans le film tant aimé Green Lantern. Donc c'est le pote de Deadpool. Ça reste dans l'univers Marvel, hein, un peu compliqué. Alors, l'histoire du film, c'est un peu évident, hein. Il y a le Ragnarok qui se déclenche. Il y a peut-être un indice dans le titre, hein, Thor Ragnarok. Alors, je vais pas spoiler toute l'histoire, mais pour faire simple, il y a la Hela qui revient, la déesse de la mort, qui débarque, qui attaque Asgard, qui dégage Thor et Loki, qui se retrouvent projetés sur un monde où Thor devient gladiateur, et sur ce monde, bah tiens, il va retrouver Hulk, et son objectif c'est de retourner sur Asgard pour défoncer Hela. Et c'est à peu près tout. Voilà. Alors la mythologie se fait gangbang assez vite dans ce film, parce que Hela est la fille d'Odin. Donc normalement, Hela c'est la fille de Loki normalement. Il y a d'autres points mythologiques aussi qui sont un peu gangbang dans ce film, mais pas trop non plus quand même. Après, c'est de la mythologie Marvel, donc on peut accepter. Mais dans les comics, Hela aussi, c'est la fille de Loki normalement dans les comics. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des changements et tout, mais bon, par exemple, Angela qui est apparue dans les comics, et puis maintenant il y a Thor, c'est une femme, donc j'ai pas tout à fait suivi ce qui s'est passé avec Thor récemment, j'avoue. Mais apparemment, Hela, c'est plus compliqué, c'est pas tout à fait la fille de Loki ou un truc comme ça. Mais moi, je me souviens de Hela, fille de Loki dans les comics, donc ça, c'est quand même respecté. Et même si Hela est pas forcément la fille de Loki dans les comics, Fenris, le loup, lui est le fils de Loki, ça j'en suis certain. Dans la mythologie et dans les comics, ça j'en suis certain. Mais là, pendant une longue période, en tout cas, il me semble qu'elle était la fille de Loki. Alors je sais pas quand est-ce que ça a changé, mais et je sais pas dans quelle proportion ça a changé et tout. En plus avec les reboots et tout, je sais plus où ça en est. Bref. Revenons sur le film. Je trouve y a des défauts dont je vais parler, mais sinon dans l'ensemble quand même j'ai passé un très bon moment. Il était assez bon. J'avais peur au tout début parce qu'en fait il y a Thor dans une cage qui est en train de raconter son histoire. J'avais peur qu'en fait ce soit que de la narration ce soit ça. J'avais peur que la narration ce soit Thor dans sa cage qui raconte ce qui s'est passé et pourquoi il en est arrivé là. Non, ça commence dans la cage et c'est juste du idle chat, je sais pas comment on dit en français, c'est une petite conversation banale pour se détendre, on va dire entre guillemets. Et en fait, il se trouve dans la Moria face au Balrog. Non, en fait, il se trouve dans Muspelheim face à Surtur. Tout à fait différent, c'est tout à fait différent. Et il affronte pas des gobelins, il affronte des démons de feu. C'est pas du tout la même chose. Parce qu'en fait, Thor veut empêcher le Ragnarok. Le Ragnarok est en train de se produire et Thor veut l'empêcher. Il pense qu'en tuant Surtur, il va empêcher le Ragnarok. Et bah non, hein, puisque c'est le titre du film, hein, Thor Ragnarok. Donc évidemment, le Ragnarok va intervenir à un moment ou à un autre dans le film. Donc, voilà, on le sait. Sinon, dans les points très positifs, il y a quelques scènes, quelques-unes où vraiment, parce qu'en plus le temps est un peu arrêté, ça fait vraiment tableau. Mais vraiment, bah déjà dans la bande-annonce, on l'avait, hein, la scène où, avec les Valkyries qui foncent sur Hela, c'est pas tout à fait un ralenti, on a l'impression que ça arrête. En fait, ça bouge très très lentement, où ça fait une espèce de tableau un peu animé. Vraiment ça fait vraiment des plans magnifiques. Et de façon générale, de toute façon, il y a un gigantisme qui s'échappe de certaines des scènes. Alors les scènes de mythologie, avec Surtur notamment, mais et là aussi avec toutes ces piques, ces épées et tout, ça fait des scènes gigantesques et grandioses par moments. Notamment sur la planète Sakaar où ils sont gladiateurs, où là aussi ça fait des scènes gigantesques avec les vaisseaux, on voit la ville qui s'étend loin. Parfois on voit les personnages mais vraiment minuscules à l'écran, on se rend compte que c'est gigantesque. Ça j'adore. Alors il y a la blague revient, Chris Hemsworth, il se retrouve torse nu encore dans le film. Sans aucune raison, hein, ça dure 10 secondes, il se retrouve encore torse nu dans ce film, ça continue. C'est dans ses contrats, il est obligé de se retrouver torse nu dans tous ses films, quoi qu'il arrive.
Sinon, un vrai point positif pour moi, c'est qu'il y a des conséquences dans l'univers Marvel. Il y a des vraies conséquences dans ce film, dans l'univers étendu. Même si ça se passe en vase clos, puisque c'est Asgard. On voit pas. Aussi, un autre point positif, tout n'est pas lié à la Terre. Il y a un petit passage sur Terre, mais tout n'est pas lié à la Terre, encore une fois. Ça, c'est un point. Parce que, par exemple, dans The Dark World, pourquoi est-ce que la Terre. Enfin, qu'est-ce qu'on en a foutu de la Terre? Ah, oui, la Terre, elle est au centre du truc. C'est pourquoi est-ce que tout devrait avoir lieu sur Terre? Là, au moins, la Terre, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Il y a un petit passage sur Terre, mais on s'en fout. Je suis aussi content qu'il n'y ait plus de Jane. Parce que j'en avais marre de Jane. Donc il n'y a plus là. Alors ils sortent l'excuse un peu pourrie de ah, désolé que Jane vous ait planté. Non, elle m'a pas quitté, c'est moi qui l'ai. Enfin, c'était comme un accord. Bon. Par contre, pour moi, gros point négatif, parce que j'attendais ce personnage et je ne l'ai pas eu. Lady Sif. Lady Sif n'existe pas du tout dans ce film. À aucun moment. Alors qu'on voit Asgard se faire attaquer et tout, Lady Sif n'apparaît pas une seule seconde. Où est-ce qu'elle est? Pour moi, c'est un gros problème. Franchement, c'est pas un personnage prépondérant des autres films, hein, mais dans le 2, on avait déjà, dans le 1 déjà, mais dans le 2, on avait un peu appuyé l'histoire qu'elle doit avoir avec Thor, puisque c'est l'épouse de Thor, normalement, arrivée à un certain stade. Là, elle a complètement disparu de ce film. Donc, elle a disparu. Vu le film, normalement, elle devrait avoir carrément disparu de l'univers Marvel, vu ce qui se passe dans ce film. Si elle n'est pas dans ce film, elle a disparu de l'univers. C'est con. Alors, je vais peut-être d'abord faire les points qui me paraissent plutôt positifs, après parler des personnages et les points négatifs. Alors déjà, oui, mention spéciale aux Japonais, j'ai vu ça envoyer une bande-annonce japonaise, où ils ont sous-titré le film, non pas Ragnarok, mais j'ai vu un sous-titre Battle Royale. C'est-à-dire que le sous-titre met l'accent sur le Battle Royale, donc le truc de gladiateur qui n'existe pas. Enfin, le truc de gladiateur, ça se résume à Thor versus Hulk pendant 10 secondes. Je vois pas Battle Royale, j'ai vu ça en japonais, ça m'a énervé, je comprends pas. Vraiment, ça m'a énervé. C'est con, hein, c'est juste un sous-titre japonais, mais ça sort d'où? Bravo le Japon. Dans les points positifs, si l'on passe là-dessus, Strange, qui est là peu de temps, je disais, donc il y a une scène sur Terre, qui tout simplement c'est un peu la version longue du post-crédit qu'on a vu, mais bon, le post-crédit était bon, donc la version longue est bonne aussi, où Thor débarque sur Terre pour chercher Odin, qui a été dégagé par Loki. Ça, c'est dans l'épisode précédent, j'ai envie de dire. Ça, c'est un problème général des Marvel, c'est que c'est une série de films. Il faut avoir vu les films précédents pour comprendre celui-là. Alors, pas tous les films précédents. Par exemple, les Gardiens de la Galaxie, on s'en fout complètement. Même s'il faudra les avoir vus, est-ce qu'il y a vraiment besoin de les avoir vus? Il faudra savoir qu'ils existent dans le prochain film. Les avoir vus, je ne sais pas si c'est nécessaire. Mais voilà, il y a des films comme ça et il faut les avoir vus pour suivre. Et donc, ce qui se passe là, c'est Odin donc, qui est sur Terre, qui est exilé sur Terre. Et donc, Thor revient sur Terre avec Loki, ça je peux le dire, hein, c'est tout début, pour essayer de retrouver Odin. Et Strange l'appelle parce que il surveille les activités de certains individus et il lui dit, et il l'amène voir Odin. Et Odin fait un peu d'exposition. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. C'est là qu'il leur révèle que le Ragnarok va arriver quoi qu'il arrive et que Hela va revenir, etc. etc. Loki, alors Loki, je trouve ça un peu con par contre dans ce film, c'est qu'on annule en fait la conséquence du dernier film, puisqu'on avait vu Loki qui devenait roi à la place d'Odin. Et là, dès le début, il se fait choper, mais de façon complètement débile par Thor. Mais vraiment, c'est le dieu de la malice, le dieu de mischief, oui, malice, manipulation, c'est un peu ça. Il se fait choper, mais d'une connerie telle par Thor. C'est juste évident que c'est lui. Alors au moins Thor est intelligent, il comprend que c'est lui. Hein, mais... Parce que dans le dernier film, quand même, Loki réussissait à interpréter Odin et à manipuler Thor. Là, c'est évident que c'est lui, c'est un peu con. Bon, c'est pas gravissime. Et on a le Strange que je pense les fans de Strange voulaient, c'est vraiment tout puissant. Pas tout puissant, qui maîtrise ses pouvoirs à la perfection. C'est pas le novice, là vraiment il maîtrise ses pouvoirs, il n'y a pas de problème. Comme dans la scène post-crédit. Hein. Donc il maîtrise ses pouvoirs, c'est le vrai Doctor Strange, entre guillemets. Par rapport au film, c'était le Doctor Strange débutant. Je sais que certains n'ont pas aimé du tout, mais bon. Il y a, il y a une petite rectification de continuité qui était bien sentie.
Parce qu'en fait, il y a des fans qui ont vu qu'il y avait l'Infinity Gauntlet de Thanos dans le coffre-fort d'Asgard. Et là, en fait, on voit Ella qui est dans le coffre-fort. Et elle regarde l'Infinity Gauntlet. Pff, factice. La plupart des reliques ici sont factices. Et ça, j'aime bien parce qu'il y a plein de fans qui essaient des théories sur ah, peut-être qu'il y a 2 Infinity Gauntlet, peut-être que. Non, non, voilà, c'était un clin d'œil qu'on a fait dans le premier film Thor. Ça voulait rien dire, n'y voyez pas grand-chose. Voilà, c'est factice, dégage, c'est bon. Ça, j'ai bien aimé le truc. Pour moi, l'un des points vraiment négatifs, on va peut-être y arriver, c'est l'humour. Déjà, l'humour. Il y a des points d'humour que j'ai vraiment apprécié. Il y a des vrais passages d'humour que j'ai appréciés, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est l'humour, j'allais dire, contre le personnage qui m'énerve. Typiquement, première scène, hein, je ne vais pas aller très loin, première scène, on humilie Surtur. Alors que c'est quand même, déjà, mythologiquement, c'est un personnage gigantesque et tout. Typiquement, c'est comme si vous humiliez Sauron. C'est pas grave d'avoir de. Séance Anneaux, il y a des scènes d'humour parfois. Mais on va pas humilier Sauron, on va pas humilier les Nazgûl. Même les personnages eux-mêmes, on va pas les humilier. Et là, il y a des scènes où on humilie un peu le Surtur, typiquement. Là, il parle à Thor. Thor qui pendouille au bout d'une chaîne. Du coup, la chaîne tourne. Ce qui fait que Thor, parfois, ne voit plus Surtur. Donc, Surtur sort son grand discours d'exposition mythologique sur le Ragnarok et tout. Et là, Thor qui le voit plus. Attends, attends. Et on voit Thor qui tourne avec Surtur qui attend, comme un con. Et Thor, à moins qu'il se fout un peu de sa gueule, en disant ah, c'est vraiment pas ma faute, hein, c'est cette chaîne qui me fait tourner et tout. Voilà, ça j'aime pas. Le humilier le méchant, j'aime pas. Enfin, le méchant, ça dépend. Après, parce que là, vraiment, en plus, c'est au tout début et c'est un méchant vraiment mythologique. Par exemple, Loki qui se fait un peu humilier dans Avengers quand il se fait défoncer par Hulk, c'est drôle. Ça j'accepte, c'est très drôle, mais c'est un méchant plus, j'allais dire, un peu plus. C'est pas la même ampleur, quoi. C'est pas la même ampleur. Loki, c'est quand même pas Dormammu ou Surtur ou Thanos. Thanos, si on se fout de sa gueule, ça va m'énerver. Franchement, si on se fout de la gueule de Thanos, ça va m'énerver, quoi. Ce que je veux dire, c'est se foutre de la gueule d'un ennemi qui est pas forcément le plus dangereux ou se foutre de la gueule de l'ennemi ultime de l'univers. Typiquement, à Justice League, si on se fout de la gueule de Darkseid, se moquer un peu de ses sbires, pourquoi pas, mais Darkseid lui-même, non. Non, ça me plairait pas du tout. Et c'est aussi vrai pour les héros. Thor, il y a quelques passages où on se fout. Là, on se fout aussi un peu de la gueule de Thor, mais il y a quelques passages où on se fout de sa gueule. Typiquement, quand il est gladiateur, il a un truc qui le tase. Alors, déjà, le dieu de la foudre qui se fait taser, bon. Ou je suis le dieu de la foudre, et il y a quasiment rien. Surtout, ça, à la limite, moi, il y a une scène où vraiment je trouve qu'il se fait humilier, c'est le caméo de Stanley, où où il va lui couper les cheveux. Ah, si vous coupez mes cheveux, vous subirez la colère de. Et 10 secondes après, non, pitié, coupez pas mes cheveux, monsieur. C'était tort, quoi. Enfin, merde. Enfin, respecte-toi. Respecte-toi. C'est pas possible. L'humour un peu comme ça, j'aime pas. C'est-à-dire que dans le premier Thor, il y avait de l'humour parce que Thor découvrait un monde qu'il connaissait pas. Du coup, il agissait bizarrement dans notre monde. Là, il y a un peu d'humour slapstick aussi parfois, où il se prend des trucs dans la gueule, il y a une balle qui rebondit, il se la reprend dans la gueule. J'avoue que j'aime pas trop cet humour-là, dirigé vers les personnages principaux, les héros. Et en plus, parfois, des moments. Ils en ont pas fait en plein milieu d'un combat. Je m'en souviens pas en plein milieu d'un combat épique quand même. Mais bon, typiquement, un Surtur fait de l'exposition sur Ragnarok, on se fout un peu de sa gueule, ça m'énerve. Euh, et là, échappe complètement à ce traitement par contre. Hein. Franchement, je vois personne qui se fout de la gueule d'Ella, ou vraiment, ou alors ils se font défoncer tout de suite. Sinon, je me souviens pas trop de passages où Ella serait ridicule, même aucun, non. Voilà. Ça me gêne un petit peu, parce que l'humour, voilà, j'accepte dans un film Marvel, mais bon, faut pas que ça soit humiliant vers les personnages, et surtout que ça les réduise pas. Parce que là, typiquement, Surtur, c'est un personnage mythologique dans Grand Peur. Première scène, tout de suite, on réduit son importance. Parce que Thor se fout un peu de sa gueule. Et limite que Thor se fout de sa gueule, d'accord, mais du coup, tu te fous de la gueule de Surtur, bah, il te fout un coup d'épée, il te coupe en deux. Là, il laisse passer. Il attend comme un con. Et en plus, c'est le méchant qui fait son monologue et qui dévoile tout son plan. Voilà, au final, ça marche, hein, mais vraiment, c'est le méchant qui va dévoiler tout son plan.
Alors après, comme c'est Ragnarok, on se dit en fait, il suffirait pas que vous lisiez un bouquin de mythologie, parce que Ragnarok, bon après ça se passe pas comme dans les Ragnarok, mais normalement dans la mythologie nordique, les dieux sont au courant du Ragnarok, ils connaissent leur destin à l'avance. Là, c'est pas tout à fait le cas ici. Sinon, un autre point négatif là qui me tombe sous les yeux, c'est Hulk. Parce que Hulk ne sert strictement à rien dans ce film. Vraiment, après réflexion, j'ai cherché, il ne sert à rien. Mais vraiment, absolument rien. La seule utilité qu'il peut avoir, c'est alors faire un peu d'humour, ouais, et il y a juste un moment où ils ont besoin de tout à la fin pour distraire un ennemi. Sauf que n'importe qui d'autre aurait pu jouer ce rôle en fait. Il n'y a pas besoin que ce soit Hulk précisément pour distraire cet ennemi-là. Donc Hulk vraiment ne sert à rien dans ce film. Il est là juste parce que bah tiens, il faut qu'il soit dans cet univers, puis il faut le ramener, il faut expliquer qu'il est parti et puis il faut le ramener sur Terre. Et comme apparemment c'est très chiant apparemment légalement pour faire un film Hulk, il y a des grosses implications légales apparemment. Donc, ça serait pas Disney qui se ferait de l'argent, ça serait un autre studio. Enfin, j'ai pas bien compris les trucs légaux comme ça. C'est comme Spider-Man, hein, je sais toujours pas vraiment à qui il appartient, qui a le droit de faire ci ou quoi. Mais là, apparemment, ils peuvent pas faire un film Hulk. Du coup, ils foutent Hulk dans ce film-là pour justifier qu'il soit présent dans la suite. Mais il sert strictement à rien. Mais vraiment, il sert à rien. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il développe un truc avec Hulk, puisque Banner se réveille, hein, je spoil personne, hein, il y a Banner dans le film, et il se découvre que Hulk a pris sa place pendant 2 ans, et il sort que, oui, mais si si je laisse ressortir Hulk, je ne pourrai plus redevenir Banner. Sauf que, à la fin, évidemment, il redevient Hulk, hein, on s'y attend, et il se pose pas la question. Il n'y a pas de questionnement, quoi que ce soit, parce que ça pourrait être un truc de je me sacrifie, et même si je risque de ne plus redevenir Bruce, je me lance. Non, là c'est laissez-moi faire, j'y vais. Et tout le dilemme de est-ce que je vais redevenir Bruce ou pas, on s'en fout. C'est balayé, c'est oublié, hop, oublie, dégage. C'est con quand même. C'est vraiment Hulk ne sert. C'est pour ça, c'est comme je dis, Hulk vraiment, on se dit, il est là parce qu'il est là, mais il sert à rien, vraiment. Même dans le truc de Gladiator. Parce que il y en a plein on nous disait que ça serait adaptation de Planète Hulk. Bah non, hein. Évidemment que non. Il y a des références à la planète Hulk, le nom de la planète, hein, Sakaar. On voit les gladiateurs qu'il avait connus quand il était sur planète Hulk. Il parle vite fait de faire une révolte, mais bon. D'ailleurs, on nous dit qu'il y a une révolte, on la voit pas vraiment la révolte, parce que justement, planète Hulk, on s'en fout. On s'en fout complètement. C'est l'endroit où Thor doit tomber pour que Hela s'occupe d'Asgard, fasse son plan, et que Thor réfléchisse un petit peu sur le fait d'être roi ou quoi que ce soit, puisqu'il découvre Valkyrie. Alors, je peux en parler là. Valkyrie, donc, qui est plutôt cool comme personnage. On voit, c'est l'ancienne Valkyrie, hein, elle n'a pas de nom à part ça, qui picole comme un trou pour oublier et qui se fait du pognon avec les types qu'elle capture. Évidemment, Thor essaie de la ramener à sa cause. Et du coup, ça permet d'interroger un peu Thor sur le fait d'être roi, le fait que c'est toujours la famille royale qui fout le bordel, et Thor qui découvre que le plus important, c'est pas le trône, c'est le peuple. Bon, je crois qu'il l'avait déjà compris ce message, hein, mais peu importe. Mais le personnage en lui-même est plutôt cool. Et donc je disais, Planète Hulk ne sert strictement à rien. Alors par contre, Sakaar, j'ai adoré un personnage sur Sakaar, c'est le grand maître, joué par Jeff Goldblum, qui est génial. Moi, je le trouve génial. Je le trouve génial, complètement. Même les personnages, je dis, de toute façon, il est complètement taré, hein, complètement à côté de la plaque, complètement taré. Mais il y a des passages. Moi, j'adore un moment, c'est vos esclaves. Ah, j'aime pas ce mot là. Ah oui, travailleur prisonnier. Oui, oui, c'est mieux. Ça sonne beaucoup mieux. Ça sonne beaucoup mieux. Ça. Il y a plein de passages où alors, il est en post-crédit. Hein, je vous dis pas ce qui se passe en deuxième post-crédit, donc c'est une blague avec lui. Donc je vous dis pas ce qui se passe dedans, mais voilà. Sinon, personnage intéressant, Scourge. Scourge, il me semble, oui. Ce que normalement, c'est pour moi, après je suis pas un grand lecteur mais pour moi, dans les comics, c'est vraiment l'exécuteur, the executioner, sans personnalité, hein, c'est l'ennemi lambda, le trash mob de base qui est méchant parce qu'il est méchant.
c'est un peu le chasseur, quoi. En plus, il a la hache, c'est l'exécuteur. Qui là est traité avec quand même plus de subtilité. C'est au début, déjà, on le montre comme un type ridicule. Alors là, pour le coup, il est. Alors là, ouais, typiquement, ça me gêne pas que lui soit ridiculisé au départ. Parce que c'est pas un ennemi important des comics, c'est pas, il n'a pas une importance capitale, c'est pas un ennemi ultra connu, etc. C'est un serviteur, c'est un sous-fifre, et bah, il est ridicule au départ. Ça me gêne pas. Typiquement, dans la scène de Surter, on se fout un peu de sa gueule. Et après la scène, il y a un cut alternatif avec Scourge qui s'amuse dans la chambre du Bifrost, et du coup qui met du temps à ouvrir le Bifrost pour Thor. Et ça me gêne pas. Parce que voilà, c'est Scourge. C'est Scourge qu'on ridiculise, c'est pas Thor. C'est Scourge. Et il est ridicule, mais parce qu'il va s'associer à Ella. Et on sent quand même le côté de je m'associe à elle par couardise. Parce que c'est plus par couardise, parce qu'il a peur qu'elle le tue. Mais il se rend compte que ce qu'elle fait est horrible, quoi. Enfin, parce qu'elle massacre les Asgardiens, elle dirige avec une poigne de fer et tout. Donc, on sent le côté je me suis associé à elle par peur. Il n'y a pas de conviction, quoi. Il n'est pas méchant. C'est pas un monstre abject, etc. C'est un lâche. C'est un lâche pendant le film. Et alors, je vais pas dire ce qui lui arrive, hein, mais voilà. Il est plutôt bien travaillé. J'ai bien aimé ce personnage. Après, de toute façon, alors ça, c'est un point négatif du film, on peut dire, mais on sait exactement ce qui va se passer. Il y a quasiment aucune surprise. Franchement, c'est moi dès la première scène avec Surter, je savais ce qui allait arriver à la fin, et quand on nous présente Ella, c'est bon, j'avais deviné toute la fin. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Vraiment exactement ce qui s'est passé. Je le savais à l'avance. Alors ça peut être un point. Moi, ça me gêne pas trop de connaître la fin du film à l'avance. C'est dommage, hein. Dommage de ne pas être surpris, mais bon, je m'attendais pas à être surpris. Je m'attendais quand même à voir du grand spectacle. J'ai eu ce que je voulais. L'humour trop présent. Et les personnages plutôt bien faits. Et là, c'est la grande méchante qui est méchante. C'est un peu toujours le problème des méchants, hein. C'est même Thanos. Thanos, je sais pas ce qu'ils vont en faire. Pour l'instant, on n'en sait rien de ce qu'il veut dans cet univers. Mais là, c'est la déesse qui a été chassée parce qu'elle avait trop d'ambition. Et du coup, elle revient et bah, elle veut se venger de ceux qui l'ont chassée. Bon, ça c'est fait. Et ensuite, elle veut dominer le monde. Of course. C'est un peu ça son projet. C'est un peu con. Mais bon, après, voilà. Mais tous les autres personnages sont bien faits. Et voilà, j'ai pas trop à dire. Moi, je dirais, à la limite, c'est les scènes sur Sakaar qui sont pas géniales, parce que Hulk sert à rien. C'est surtout ça, c'est que Hulk sert vraiment à rien. Après, c'est vrai que réussir à mettre Hulk dans cette histoire, c'était difficile quand même. Parce que l'histoire tourne vraiment autour de Thor et du Ragnarok. Donc, Thor sur Sakaar avec Valkyrie, ça va très bien. Mais le Hulk qui vient là-dedans, même d'ailleurs, il justifie quand même assez. C'est assez ténu la façon. Parce que je me dis, mais comment il fait pour arriver de la Terre sur Sakaar? Alors, l'explication, c'est que Sakaar, il y a plein de portails qui mènent à Sakaar. Et puis aussi, alors aussi, il y a l'explication de. Alors, fuck la logique, fuck la science, hein. L'explication de le temps ne circule pas tout à fait de la même façon sur Sakaar, ce qui permet de justifier en fait le non-respect des timelines. C'est ça vraiment, c'est ce que Loki est arrivé à. Normalement, Loki et Thor sont tombés en même temps, et on nous explique que Loki est là depuis 3 semaines. Et là, on te sort, oui, mais le temps fonctionne pas tout à fait de la même façon. Ouais, en gros, ça vous permet de faire ce que vous voulez, même avec Asgard. Il peut se passer plusieurs jours sur Asgard, c'est pas grave, le temps sur Sakaar, c'est un peu n'importe quoi le temps. D'ailleurs, on nous le dit clairement à un moment, non mais Sakaar, tout est n'importe quoi. La seule chose qui est vraie sur Sakaar, c'est que tout est complètement débile. C'est un peu ça, c'est les lois de la physique, tout ça, ça n'existe pas trop sur Sakaar, hein, non. Et du coup, Hulk est arrivé là parce que, en gros, en plus, ce qui est facile, c'est que c'est Hulk qui explique. Du coup, Hulk est un peu débile, donc c'est normal qu'il explique mal. Et, il s'est retrouvé en Quinjet, il a passé un portail en Quinjet. Alors c'est-à-dire qu'il y a un portail qui est apparu sur Terre, qu'il a envoyé ici. C'est un peu... l'explication est un peu légère, on va dire. Parce que moi je me disais vraiment, mais comment il va se trouver sur cette planète? Parce que dans Planète Hulk, Hulk est projeté dans l'espace par les Illuminati, donc c'est le groupe de Doctor Strange, Reed Richards, Tony Stark. Je crois qu'il y a Black Panther dans le groupe, il y a Namor aussi. Captain America fait partie du groupe. Je crois qu'il était d'accord avec la décision, je ne sais plus. Qui est en gros le groupe des super-héros et des super-esprits surtout, qui forment un groupe secret, les Illuminati.
pour essayer de faire le bien en secret et tout, qui ont chacun une pierre d'infinité d'ailleurs, et qui ont pris comme décision d'envoyer Hulk dans l'espace. Alors j'ai pas trop lu Planet Hulk, j'ai vu le film d'animation. Par contre j'ai lu World War Hulk, quand Hulk revient sur Terre un petit peu en colère de ce qui s'est passé, et surtout de la mort de sa femme qui met sur le dos des Illuminati. Bon, j'en ai déjà dit beaucoup, je vais peut-être me permettre un spoiler sur la fin, du coup, comme je dis que la fin est évidente. Donc je vais me permettre un spoiler sur la fin, parce que je regarde ce que j'ai écrit là, et j'ai rien d'autre à dire qui dévoilerait pas toute l'intrigue. Enfin, l'intrigue. Comme je dis, c'est assez évident, mais voilà. Donc je spoil maintenant. Qu'est-ce qui est assez évident? Surtur nous dit au début que dans le Ragnarok, il va détruire Asgard. Il plante son épée dans Asgard, il la détruit. Bon. Du coup, moi je me dis, oui, à la fin, il va détruire Asgard. Bon. Et un peu plus tard, Odin révèle que Hela est sa fille et qu'elle tire son pouvoir d'Asgard. Et là, oui. Il y a un problème avec son nom. Hela en français, c'est parfois. Vraiment, il y a Heimdall qui dit elle est là. Elle est là, Hela. Bon. On se doute qu'à la fin, ce qui va se passer, c'est que Hela tire son pouvoir d'Asgard. Donc il faut détruire Asgard pour détruire Hela. Donc il faut réveiller Surtur. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? On réveille Surtur pour détruire Asgard. Pendant que les Asgardiens s'enfuient. Voilà. C'était évident. Après, c'est pas forcément mauvais, mais c'était évident. C'est ce qui se passe. Et je trouve par contre la scène, quand on voit Surtur en flamme avec l'épée qui se plante et tout, moi j'ai adoré. Je trouve ça, avec Hela aussi qui vient l'affronter, avec tous ces pics qui sortent de l'eau. Moi je trouve ça sublime. Comme je dis, il y a des scènes, c'est des tableaux. Mais vraiment. Ah oui, il y a deux, trois trucs dans les teasers qui induisent en erreur. Ça, c'était plutôt sympa. Du coup, quand j'ai vu les teasers, je me dis, ah bah non, ils ont révélé qu'il y avait Surtur, c'est n'importe quoi. Sauf qu'il est dans la première scène. Donc, de toute façon, dans la première scène, on sait qu'il est là. Donc, voilà. Du coup, c'est pas un spoiler. S'il était que dans la dernière scène, ça serait un spoiler, mais non. Et du coup, ce qui se passe, c'est pareil dans la bande-annonce, il y a Hulk qui affronte Surtur. Je me dis, mais pendant tout le film, je me dis, mais c'est pas logique. Hulk va pas affronter Surtur parce qu'ils ont besoin de Surtur. Et non, en fait, Hulk voit un gros monstre, il essaie de lui taper dessus, et là tout le monde lui dit, mais non, non, Hulk, non, non, non. Ah, mais c'est un gros monstre. Non, 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 reviens. Du coup, encore une fois, le teaser se fout de notre gueule. Les trailers se sont un peu foutus de notre gueule en montrant Hulk qui va affronter Surtur, puisque c'est une blague dans ce film. Il affronte pas Surtur. Il lui met juste 2-3 taquets et Surtur le dégage. Et on lui dit que, mais non, il faut pas l'affronter, au contraire, il va tuer là. Laisse-le faire. Il y a un autre truc que j'ai. Parce que dans les trailers, il y a une scène où Thor tombe sur le Bifrost avec les deux yeux en foudre. Et il me semble que c'est cette scène-là, parce que là, on revoit le même genre de scène, sauf que Hela lui arrache un œil, et du coup, il y a la même scène, sauf que il a un œil en moins, qui était caché qu'on voyait pas dans les trailers. Il me semble que c'était cette scène-là dans les trailers. Après, c'est peut-être la scène. Parce que dans le stade aussi, il a ses éclairs, mais non, parce que je me souviens dans les trailers, il tombe vraiment, et en se relevant, il a les deux yeux en fou, donc il me semble que c'est que sur le Bifrost qu'il a cette attitude. Et du coup, il se fait arracher un œil, donc il ressemble à son père Odin, du coup, parce qu'il a un cache-œil maintenant. Odin qui est mort. Odin qui est mort. Hein, c'est d'ailleurs parce qu'il est mort que le Ragnarok se déclenche. Et il meurt parce que le Ragnarok se déclenche. Après, c'est la mythologie, on a l'impression qu'il meurt parce que c'est l'heure du Ragnarok. Et en même temps, c'est parce qu'il meurt que c'est l'heure du Ragnarok. C'est un peu. C'est très mythologique après. Hein. Scourge. J'avais dit que je parlais de Scourge. Oui, à la fin, Scourge, pendant tout le film, c'est le lâche. Vraiment, il suit le mouvement parce qu'il est lâche. C'est pas le méchant, il est lâche. Et à la fin, pour protéger les civils, il se retourne quand même et il va se sacrifier pour aller affronter les zombards de Hela. Les zombies, donc les zombards de Hela. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils réutilisent une blague qu'ils ont faite au début. Là, par exemple, l'humour, ça passe, parce qu'ils ont fait une petite blague à la con, puisque il a des trésors qui viennent des différents mondes, en l'occurrence de la Terre. Et là, il sort 2 mitraillettes de Midgard. Ça, c'est Anne. Ça, c'est Archie. Parce qu'elle provoque l'anarchie. T'es sérieux, là? Je dis, il est ridicule hein, dans ce film. Et c'est le but. Hein. Il est ridicule. Le personnage est ridicule. Et lâche. Et à la fin, il sort ses 2 flingues pour mitrailler les zombards. Alors, par contre, c'est des zombies asgardiens, normalement. Ils devraient être un peu plus résistants aux balles, je pense. Mais c'est pas grave, hein, j'accepte. Normalement, ils devraient être plus résistants aux balles quand même. Et il se sacrifie, il affronte les zombies pendant que les autres Asgardiens s'en vont et il se fait buter par Hela.
Donc, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est un personnage inutile, quoi. C'est vraiment le sous-fifre de base des méchants. Et il réussit à le traiter, il le traite d'une façon un peu différente et ça passe très bien. Enfin, je vais peut-être parler à Loki, oui, avant de parler sur la post-crédit, Loki. Bon, il y a un passage sympa parce qu'il y a Thor qui dit à Loki, voilà, maintenant je sais à l'avance ce que tu vas faire, hein. Ça tourne un peu en rond, hein, tu me trahis, j'essaie de me venger, tu me retrahis, et puis, ça tourne en rond notre relation. Et je trouve le commentaire un peu méta justement sur le film, c'est que ça tourne un peu en rond Loki et Thor, donc il faut avancer. Thor lui dit à un moment, il faut avancer, quoi, il faut progresser. Et ça s'applique sur le personnage de Loki en tant que personnage de film. Et du coup, à la fin, ça devient un good guy en fait. Je trouve ça un peu dommage que Loki devienne quasiment un good. Enfin, il est gentil en tout cas à la fin, mais ça devient quasiment le good guy. Je préfère que Loki reste quand même plus ambigu que ça. Pas forcément le méchant absolu, mais pas le good guy non plus, quoi. Un peu entre les deux. Bon, après, c'est pas définitif, mais le problème, c'est que si il se remet à trahir Thor, ben là, du coup, le message du film de faut arrêter de tourner en rond, c'est un peu cassé. Oui, parce qu'il faut arrêter. Normalement, il faut arrêter de tourner en rond, hein. Je te trahis, puis en fait, je t'aide, puis après, je retrahis, et puis je te re-aide. Oui, c'est chiant. Donc là, on a l'impression qu'il l'aide définitivement. Et à la toute fin, donc les Asgardiens sont enfuis sur leur vaisseau, Asgard est détruite, ils se dirigent vers la Terre, et il y a un vaisseau énorme qui arrive devant eux, et tout semble indiquer que ce vaisseau, bah, c'est Thanos. En plus, Loki, dans la chambre dans le coffre-fort, est passé devant le Tesseract. Et il s'est arrêté. Donc on se dit que Loki a certainement le Tesseract. En plus, Thanos, dans Avengers, l'autre, donc le serviteur de Thanos, avait dit clairement à Loki que s'il échouait, rien pourrait le préserver de Thanos. Donc déjà, Thanos en veut à Loki, normalement. Veut le Tesseract. Donc c'est très certainement le vaisseau de Thanos. Et ça risque de faire très mal. Du coup, je pense que les Asgardiens sont foutus, puisque déjà, il n'y a plus que ces survivants-là dans le vaisseau. Pour ça, je disais Lady Sif. Si Lady Sif n'est pas dans ce film, elle n'est plus là, puisque Asgard est détruite. Et alors, les trois guerriers, j'ai complètement oublié les trois guerriers. Ils se font massacrer. Ça aussi, ça m'a surpris, parce que, mais vraiment, ils se font tuer par Ella, mais il y a j'ai perdu son nom, l'asiatique, qui survit un peu plus longtemps que les autres, mais ils se font tous tuer. C'est radical, hein, c'est 2 couteaux, j'achève un dernier. Pareil, l'asiatique survit au premier combat contre Ella, et quand il se relève, Ella, elle l'embroche direct. C'est vraiment, c'est net, c'est radical. Au moins, c'est pas le méchant qui va monologuer pendant 10 plombes. Non, non, voilà, elle veut te tuer, elle te tue. Elle veut pas discuter. Et du coup, les trois guerriers sont morts. Et si Lady Sif est pas apparue dans ce film, parce qu'ils auraient pu la faire apparaître et la faire tuer, là, elle n'est pas apparue. Elle n'existe pas dans ce film. Du coup, on ne la voit pas non plus dans les survivants. Si elle était parmi les survivants, elle se battrait. Donc elle se bat pas. Donc elle est morte aussi, mais on l'a pas vue. Soit elle a été tuée par Ella, mais on l'a pas vue dans le film, soit elle n'était pas à Asgard. Et si elle n'est pas à Asgard, elle était peut-être en mission ailleurs, mais bon. On va dire qu'elle était en mission ailleurs, donc elle existe peut-être encore, mais voilà. Elle n'existe pas dans cet univers. Et du coup, comme je dis, le vaisseau de Thanos débarque. Donc, et moi, j'ai vu le trailer qui a été leaké. Alors, je sais pas s'il y a une version peut-être potable maintenant qui est sortie. Moi, j'ai vu une version dégueulasse filmée avec une cam. Le trailer d'Avengers 4, du coup, oui. 3 ou 4 3 Age of Ultron après. Non, Civil War, c'était Captain America. C'était un Avengers. Non, c'était un Captain America Civil War. Oui, c'était Captain America Civil War, donc Avengers 3, il me semble. Enfin, peu importe, Infinity War, où ça commence, enfin dans le trailer on voit Thor à la dérive dans l'espace, récupéré par les gardiens. Du coup, bah, on se doute que soit le vaisseau va être détruit, mais du coup tous les Asgardiens sont morts, soit Thor s'est battu contre Thanos et Thanos l'a éjecté dans l'espace à la fin, et les Asgardiens sont potentiellement soit morts, soit prisonniers de Thanos. Enfin, voilà, je pense qu'ils sont, ils sont peut-être pas tous morts, parce que j'aurais du mal à croire que Loki, parce que Thanos va peut-être tous les buter, mais garder Loki. Ce qui serait un peu con du coup, parce que les personnages auxquels sont attachés, parce que, bah non, il y a Hulk, il faut aussi qu'il garde Hulk. C'est par exemple Valkyrie, s'il tue Valkyrie dans ce film, parce que les autres gladiateurs qui ont survécu, on s'en fout, mais Valkyrie par exemple, ça serait dommage de la tuer. Heimdall, ça serait dommage de le tuer aussi. Bon,
Mais en tout cas, je pense que ils vont pas arriver sur Terre gentiment de toute façon. Et donc ce vaisseau, c'est forcément le vaisseau de Thanos. On verra ce que ça donne. En tout cas, le film était plutôt bon. Pour un Marvel, pour un Marvel, bah oui, le problème c'est que c'est la formule Marvel quand même. Ça reste la formule Marvel. Donc il y a beaucoup de choses, moi, qui commencent à m'énerver dans cette formule. Et il y a peu de films Marvel vraiment que je. Le premier Avengers j'ai encore revu. Mais il y a plein de films Marvel, je me dis j'ai envie de les revoir. Et puis quand je les relance, je me dis ah oui, mais je m'en souviens. Et puis ah oui, ça c'est chiant. Et puis soit je les regarde pas en entier, soit je zappe dedans. Il y a très peu que j'arrive à revoir. Le premier Thor, j'arrive à le revoir sans trop de problème, hein. Même en le connaissant par cœur. Ah là, il y a des films, on les connaît par cœur, on les revoit 10 000 fois. Il y a des films, on s'en souvient à peine et puis on n'a pas envie de les revoir. Mais voilà, c'est le problème de Marvel, il y a peu de très bons films. Et même les meilleurs films Marvel sont pas forcément, en tant que film tout seul, sont pas forcément excellents. Mais là, voilà, c'est un bon film et c'est un très bon Marvel. Vous auriez, je vais quand même faire je vais faire la blague, hein. Je l'ai faite à tous ceux que je connais. Je vais faire la blague. Vous auriez tort de ne pas aller voir ce film. Et je n'ai pas honte de, enfin, si j'ai un peu honte de sortir cette blague, mais je la diffuse, donc j'ai pas si honte que ça. Bon allez, j'ai parlé longuement, mais j'avais beaucoup de choses à dire sur ce film, qui est quand même plutôt, dans le général, je pense que je suis quand même positif, même si j'ai des défauts, mais il me semble que c'est quand même positif ce que je dis. Allez, sur ce, au revoir.